Bonsoir chers internautes. D'abord, bonne et heureuse année à tout le monde, à toute notre communauté, celle qui existe déjà, celle qui va s'agrandir pendant l'année 2025, j'en suis certaine. Et donc, je vous souhaite une bonne et heureuse année à tous. Maintenant, faites-moi plaisir, mettez un pouce tout de suite pour ne pas l'oublier à la fin de l'émission et partagez à la fin si ça vous convient. Je suis très heureuse de recevoir à nouveau David Pliquet, mon ami, qui est ingénieur et journaliste chez Citizen Light, chaîne amie, chaîne tout à fait partenaire parce que nous avons la même tâche, euh, la même ambition d'éclairer en alternative aux médias mainstream, aux médias du grand chemin. Bonsoir David. Bonsoir Lara, très bonne année à toi, très bonne année à nos amis internautes. 2025 commence avec ses incertitudes, mais aussi ses possibilités, opportunités. Ben, j'espère que on saura en tirer le meilleur parti et je suis très très heureux de te retrouver, surtout sur le thème qu'on va partager aujourd'hui en fait, hein. Alors, ce thème, nous avons abordé la dernière fois, numéro un du classement de Forbes et autres classeurs de fortune dans le monde. Donc, c'était Elon Musk. D'ailleurs, on précise que effectivement, c'était ma faute. On a parlé du verso signe d'eau. Je fais mon mea culpa devant les internautes. C'est moi qui me suis précipitée à dire ça et c'est une erreur. C'est un signe d'air. En revanche, il manie l'eau, il verse l'eau. Donc ça, on va être tous d'accord sur cet aspect-là. Donc on a parlé d'Elon Musk et cette fois-ci, on va parler du numéro 2 qui est un Frenchie qui d'ailleurs, souvent, avec Elon Musk, comment dire, fait un petit peu la course en tête en se changeant, numéro un, numéro 2. On va parler de notre national bien-aimé Bernard Arnault. Et je pense que David, tu as des choses à dire sur ce Gold Mister, notre Frenchie euh, international. Ouais, 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 ouais. Finalement, beaucoup de choses à dire, malgré le côté lui aussi très mystérieux. Quand on lit les biographies, quand on s'intéresse au personnage, ben, en fait, voilà, c'est un personnage de communication, donc il a tout fait pour lisser son parcours. Et là, il a fallu que nous ayons une véritable démarche d'enquêteur et d'enquêtrice, hein, Lara, pour essayer de Mm. sortir des informations qui sont détonnantes. Alors, bien sûr. Et là aussi, ça fait référence à la première émission. Si on partage des choses qui sont des choses que tout le monde connaît, ben, on n'est pas vraiment originaux, quoi. Et donc, en fait, notre idée, quand même, Lara, c'est de partager des éléments qui sont certes connus, mais que l'on remet les uns avec les autres, comme des pièces de puzzle. Et puis aussi, bien sûr, ben, en fait, apporter des éléments, comment dire, ben, qui sont parfaitement ignorés, inconnus, et que l'on peut mettre aujourd'hui grâce à ton média et grâce à GPTV sur la table. Donc évidemment, c'est intéressant. Alors, comment avec Elon Musk, on s'était permis une ouverture dans l'ésotérisme et autres. Alors, ce que je peux te dire, c'est que nous avions eu raison parce qu'on a bien vu ce changement de nom qui date d'il y a quelques heures sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il s'appelle Quietus Maximus, hein. Quand on avait dit qu'il était un peu prophétique ou un peu eschatologique, ben, ça se pose là quand même. Et puis on apprend que Van Braun, eh ben, en fait, a fait un bouquin, voilà. Et ça, c'est un internaute qui nous a partagé l'information, dans lequel, en fait, voilà, il parle d'une mission sur Mars, il parle d'un gouverneur ou d'une gouvernance, voilà, mondiale. Et le chef de cette gouvernance s'appelle Elon. Alors, un bouquin qui aurait été écrit de mémoire en 1957. Bah, on était un peu précurseurs. Voilà, j'étais assez fier de partager ce moment avec toi, Lara. Moment sur Elon Musk. Et maintenant, on va passer à Bernard, mais on va pas aller chercher l'ésotérisme pour Bernard Arnault. On va rester sur des aspects plus factuels et plus économico-financiers. Donc, on va parler de de Bernard. Peut-être qu'on fera par la suite une autre émission sur Musk parce que c'est pas fini de bouger hein, de son côté. Donc, je serai, comment dire, je me permettrai de faire encore appel à toi pour voir un petit peu comment ça se développe là, ces histoires de pseudo et d'ambitions nouvelles.
Mais donc parlons de Bernard Arnault, qui est né donc le 5 mars 1949 en France. Dans quelle région, David? Ben, D'où il est il né dans vient? le Nord. Il est né dans le Nord, Ah, c'est notre un ami ch'ti. Bernard. Il fait un ch'ti, il est né à Roubaix. Et là, on peut tout de suite positionner une espèce de contraste un peu saisissant. Roubaix, dans tous les classements des villes de France, est considérée comme la ville la plus pauvre, pas l'une des villes la plus pauvres, hein, la ville la plus pauvre, avec un pourcentage de personnes vivant sous le seuil de pauvreté tout à fait hallucinant. On parle de 46% des personnes sous le seuil de pauvreté. Et cette ville, eh ben, elle a donné naissance à l'homme qui se bataille dans le classement pour être le premier, aujourd'hui le second homme le plus fortuné du monde. Incroyable contraste, hein, quand même. Mm. Mais comment se fait-il que Roubaix, alors que nous savons que nombre de familles de nos industriels sont d'origine de Roubaix, je pense que je ne suis pas la seule à le penser, comment se fait-il que euh, c'est la ville la plus pauvre? Il y a un minimum, enfin, il y a une moyenne, donc du coup elle est encore plus pauvre que les autres, hein, si elle a des fortunes comme celle-là. Ouais, ouais. C'est très très bonne C'est analyse de ta part. D'ailleurs, c'est le sujet que je te propose parce que le contraste, en fait, il continue avec ses fortunes et on va expliquer l'émergence de cette fortune dans le Nord. Pourquoi dans le Nord? Et surtout une terre socialiste. Hein, le Ah Nord oui, est oui, fondamentalement une terre socialiste et elle protège donc des familles extrêmement puissantes. Et puis l'autre aspect, c'est que Bernard Arnault, il s'intéresse au luxe. Et le luxe, évidemment, il faut trouver des acheteurs qui ont des capacités financières. Et les capacités financières, il ne les obtient pas sur sa région, sur son département. Alors, le luxe, si tu me permets une parenthèse, c'est essentiel à comprendre. Et finalement, j'ai le sentiment que ça a été un peu négligé, toujours en faisant ce parallèle entre industriels tels que on l'a décrit avec Elon Musk, et puis on a pensé peut-être d'une manière un peu lié à la vitesse de nos sociétés, que c'était l'industrie, peut-être les avions, peut-être les trains, qui faisaient le CAC 40. Hein, donc, ben non, en fait, ce qui fait le CAC 40 en France, c'est le luxe. Parce que 40% du potentiel et de la valorisation boursière du CAC 40 français, c'est le luxe. Avec des très grands noms. Alors, le leader, évidemment, c'est celui dont on parle aujourd'hui, c'est LVMH, hein, valorisation de 296 milliards de dollars. C'est quand même assez énorme. Le second, il est très très connu aussi, c'est L'Oréal, c'est la famille Bettencourt. Donc là, évidemment, on avait celle que l'on a appelée Mamie Gâteau dans les différents scandales de la Ve République autour des exactions du couple Sarkozy-Woerth. Hein, je ne rentrerai pas dans le détail non plus, Oui, c'est mais surtout celle qui distribuait un petit peu à tout venant les sous pour les campagnes, donc qui avait la main très très généreuse dans la tradition la plus, comment dire, américaine de donner de l'argent à tous ceux qui demandent quand ils font campagne électorale. C'est comme ça, on est prémuni, enfin, on fait face à toute éventualité dépendante du vote. Donc, ouais. David, avant qu'on aille sur ces aspects, disons, de luxe, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est le Roubaix et pourquoi Roubaix était une forme de berceau de ces familles si fortunées et qui donnent lieu à ces dirigeants aujourd'hui pratiquement qui détiennent beaucoup, beaucoup de richesses françaises. ouais, Qu'est-ce que en c'est fait, Roubaix? Roubaix, c'est le Nord, et le Nord est indissociable de deux activités qui sont complémentaires. J'ai eu du mal, en fait, à comprendre pourquoi elles étaient complémentaires. Je vais te proposer une explication. C'est l'exploitation minière d'un côté, et de l'autre côté, l'institut, du moins l'exploitation du textile. Voilà. Donc, en Mhm. fait, tout ce qui est Tissu. institution et industrie textile dans le Nord. Alors, par ordre finalement de compréhension qui a été la mienne, hein, là, ce que je donne, c'est toujours une vision très personnelle. Alors, elle n'est pas académique. Hein, je ne suis pas comment un historien patenté. Je n'ai pas de diplôme. Tout ce que j'ai fait, c'est des recherches personnelles et j'ai essayé justement de connecter différentes pièces de puzzle les unes Rassure-nous, avec tu les n'es autres. pas en conflit d'intérêts quand tu nous parles de ces personnalités. Non, non, pas du tout. Je suis pas en conflit Bon, d'intérêt. Je suis très juste en bien. fait en révolte parce que toutes ces vérités, on me les a cachées pendant des années, même si je considère
considère avoir toujours été un cherchant et j'avais du mal à trouver. Et puis, ben, tu sais bien, il y a eu cette crise Covid qui fait que les éléments ne sont pas venus tout seuls, mais comme le moment que nous traversions était tellement particulier que il a fallu que nous rentrions dans l'explication la plus profonde de ces dérives parce que c'était vraiment catastrophique en fait. Alors pourquoi le Nord? Ben, en fait le Nord, l'aventure du Nord va commencer au XVIIIe siècle, dans comment un siècle qui préfigure un petit peu l'arrivée de la recherche scientifique en fait, hein, le siècle des Lumières. Et dans le Nord, il va y avoir donc la conjonction d'une famille propriétaire terrienne extrêmement forte qui s'appelle les De Croy et un curieux aristocrate également de l'Ancien Régime qui s'appelle donc des Androuins. Et Jean-Jacques des Androuins va faire quelques explorations parce que c'est l'époque en fait de quelques découvertes géologiques. Et il va faire des explorations dans les Flandres et le Hainaut et autour de la région de Valenciennes. Il va trouver un gisement qui va être un gisement de charbon. Voilà. Et donc ils vont commencer à exploiter ce charbon. Alors le charbon va prendre une importance considérable parce qu'évidemment associé au charbon est associé le minerai. On en parlait lors de notre première émission. Et dans le minerai, évidemment, il y a le minerai de fer. Et nous sommes à l'époque, si on avance assez vite, des guerres, en fait des guerres qui nécessitent de plus en plus de moyens, dans lequel le progrès technique va amener en fait l'usage de plus en plus important de l'acier. Napoléon va jouer un rôle extrêmement important dans cette démarche. Donc un certain Schneider hein, qui va être le ministre de la guerre de Napoléon, va pousser l'utilisation de l'acier dans les campagnes napoléoniennes. Et ce Schneider n'est pas du tout en fait neutre dans l'affaire parce que il est associé à la grande famille Schneider, la famille Wendel-Schneider, qui va donc piloter autour du Creusot l'autre exploitation minière de la France à cette époque. Alors, comment nous sommes avec les De Croy et avec des Androuins dans une exploitation, on va dire, à taille humaine, et cette exploitation à taille humaine, en fait, elle convient pas avec les guerres inhumaines, c'est-à-dire en nombre de victimes qui sont finalement portées par ces guerres napoléoniennes, d'accord, qui préfigurent ce que vont devenir après les grands conflits de 1870, les grands conflits Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale. Et donc autour de ça arrive la Révolution, on est en 1789, et les premiers finalement capitalistes ou qui vont comprendre l'importance du commerce et l'importance de ces aspects vont jouer de leurs relations pour essayer de déposséder les aristocrates de l'Ancien Régime de leurs possessions. Et globalement, on va avoir en fait un groupe. Alors ce groupe a déjà donné de l'action autour d'une affaire considérable qui va quasiment aboutir à la Révolution française. C'est l'affaire de la Compagnie des Indes et de la Chine. Et en fait, cette compagnie est dirigée par un certain, comment dire, euh, Guillaume, comment son nom va me revenir, Guillaume Sabatier, ouais, c'est ça. Et Guillaume Sabatier, associé avec son bras droit qui s'appelle Ménard Desprez et des banquiers, donc la famille Le Couteau de Cantaleu, notamment, hein, et associé aussi avec un profiteur de guerre très peu connu, mais qui a finalement une importance considérable, qui s'appelle Ouvrard, donc Gabriel Julien Ouvrard. Et ben ce groupe-là va avoir une action tout à fait pernicieuse au niveau de la Compagnie des Indes. Ils amèneront la Compagnie des Indes à la faillite et en fait, ils vont profiter de leur réseau politique de l'époque. Et les réseaux politiques de l'époque sont extrêmement puissants parce qu'on va retrouver De Talleyrand, par exemple. On va retrouver Cambacérès, qui est le numéro 2 en fait on va dire du régime impérial napoléonien, et finalement complété par une troisième personne extrêmement importante dans cette démarche qui est Mirabeau. Ils vont pousser des Androuins et De Croy en fait à abandonner leur possession minière, et ce sont finalement c'est ce groupe-là qui va récupérer l'exploitation minière et ça va devenir Anzin. Donc en fait le groupement des mines d'Anzin, et le groupement des mines d'Anzin est très connu dans notre inconscient collectif français parce que c'est autour de cette compagnie minière d'Anzin que Zola va décrire et va écrire Germinal. Terminal. D'accord?
Donc ça donne évidemment quelques éléments. Alors quand je dis ça, il faut bien comprendre qu'on est dans une vision qui est tout à fait intéressante parce que Mirabeau est classiquement positionné comme étant un Illuminati, donc très proche des idées des Illuminés de Bavière. Et les Illuminés de Bavière, hein, les fameux Illuminati, en fait, ils ont un certain savoir-faire dans la spoliation parce que en Bavière, justement, sous Maximilien III, comment Adam Weishaupt, aidé par l'administrateur des biens de Maximilien III, va déposséder le clergé on va dire, certaines possessions. Et dans ces possessions, évidemment, il y a des possessions économiques. Et c'est ce modèle de spoliation qui va nourrir la Révolution, et c'est ce modèle de spoliation que l'on va retrouver dans le nord de la France autour des activités minières qu'ils vont pousser à un régime de production très 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 intense parce qu'il faut produire en charbon et en acier. Et pour arriver à ce stade, évidemment, il faut de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre locale, la main-d'œuvre française, on peut dire, mais on comprend les mouvements d'immigration. Et là, on a l'immigration polonaise d'un côté, l'immigration italienne de l'autre, Surtout pour et on faire face comprend mieux les aussi sujets. à ce moment-là aux grèves. C'est-à-dire qu'on fait venir les étrangers pour remplacer les grévistes. Alors on va comprendre ça avec le lien avec le textile, parce que là on est dans le charbon, on peut dire tiens on s'éloigne un peu de Bernard Arnault et on On va se comprend pas bien le rapprocher vite, sujet, là, mais on vite. s'en rapproche très très vite parce qu'il y a le textile. Et le Mm. textile en fait c'est la même région, et la même région c'est des éléments donc qui sont des éléments géographiques liés finalement au climat, liés à la proximité de certaines conditions territoriales, et à cette période-là l'un des grands enjeux comme de tout temps pour l'humanité, c'est le vêtement. Et ouais, on est nu, on est On a froid. dépourvu face à la nature, on a froid et donc il faut se vêtir. Et pour se vêtir, le premier finalement ou l'un des premiers éléments de traitement d'une matière première, c'est le mouton. Et en fait, dans les Flandres, donc l'île Roubaix-Tourcoing, dans les Flandres, donc évidemment lié à la Belgique et lié plus largement au Benelux, hein, donc à la Hollande et au Luxembourg, eh ben il y a les fameux prés-salés. Et dans les prés-salés, il y a une culture traditionnelle ou une agriculture traditionnelle du mouton pour en extraire la laine. Et dans la laine, dans le traitement de la laine, en fait, ce que l'on apprend, c'est que c'est un traitement très difficile qui demande une force humaine très forte, notamment dans une activité qui s'appelle l'activité des foulons. Donc le métier des foulons, c'est-à-dire qu'on va fouler, on va tasser la laine, on va en fait rompre les fibres si l'on veut, on va dissoudre alors je ne sais quel matériau autour, hein, peut-être de l'amidon, peut-être de la graisse autour de la peau, enfin de la laine qui a été extrait du mouton. Mm. Et pour ça, en fait, il faut une opération mécanique. Et Mm. l'opération mécanique, en fait, elle se fait par l'intermédiaire d'un piétinement, elle se fait par l'intermédiaire du battage. Et au final, pour blanchir la laine, elle se finit dans des bains dans lesquels c'est l'urine humaine qui sert de dissolvant. Alors là, on voit bien que les conditions de travail sont terribles. Et en fait, très très vite, c'est le premier métier qui va être mécanisé. Et C'est quand on le mécanise un premier métier. métier au monde mécanisé. Alors je peux pas, tu vois, c'est là où il faut pas m'en vouloir. Moi, j'ai pas toutes les références universitaires. Je suis pas un grand spécialiste. Je fais juste en fait la connexion de différents éléments D'accord. les uns avec les autres pour donner un élément conducteur. Et Qui donc dit ce mécanisé, il dit besoin d'acier, besoin de... Non? Ah ben, C'est bien sûr, dit besoin d'acier et dit besoin aussi de puissance l'énergie. motrice, d'énergie, et l'énergie de l'époque liée au saint-simonisme, on y reviendra, Mm. c'est Pardon. la vapeur, et la vapeur qui est donc Pardon. par le charbon. Et Mm. donc, évidemment, quand on mécanise, et c'est ce que tu posais comme question, eh ben, on va confronter une activité qui génère de l'activité pour l'être humain et donc du salaire, et souvent des activités qui permettent aussi l'intégration de personnes qui ont des difficultés, peut-être des difficultés intellectuelles, des difficultés de type handicap. Et en fait, ces gens sont quand même utiles au processus. Et le fait d'amener des machines dans ce processus, c'est évidemment les déposséder de leur savoir-faire. Et à partir de là, la mécanisation, évidemment, devient le concurrent
de l'activité humaine, d'où les mouvements de grève dont tu parlais tout à l'heure. Donc les grands mouvements de grève, dont le système minier, donc Germinal, en fait l'étalage, hein, et il explique très très profondément les ressorts de ces grèves. Et dans le domaine textile, eh bien, en fait, nous avons des grandes grèves qui se mettent en place, en particulier les grèves des soyeux de Lyon, des canuts, qui sont aussi confrontés à de la mécanisation. Et vous savez que ces grèves vont être réprimées d'une manière extrêmement massive et extrêmement intransigeante. Ça me fait toujours penser aux Gilets jaunes, si on voulait faire une comparaison. Et l'un des grands organisateurs de la répression dans le monde ouvrier, il a un rôle très très important pour l'accession de la bande dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et cet homme, c'est Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, le Marseillais, en lien donc avec les grandes familles, parce que nous avons aussi le bassin d'Alès dans lequel on a des mines, et donc lui, en lien avec ces grandes familles, dont la famille Talabot, en fait, va être intransigeant dans la répression des différents mouvements sociaux. Contestation. Donc les canuts, les grèves du Nord, on le retrouve jusque la grande répression, le temps des cerises, donc ce qu'on appelle les communards en fait, hein, les communards de Paris en 1870. Donc là, on a dressé finalement un panneau, enfin du moins un panel assez intéressant qui part de la La région région, oui. du Nord, de Roubaix, de l'activité traditionnelle autour du charbon. On a compris le rôle de l'Ancien Régime, on a compris la dépossession avec une volonté politique sous-tendue d'une activité de spoliation avec des voyous, hein, entre guillemets. Alors pourquoi je dis voyous? Parce que Ouvrard est un voyou. Il est dans le commerce, c'est un profiteur de guerre. On a parlé des guerres napoléoniennes. Et lui, il va faire une opération notable. Il va vendre des bottes à l'armée napoléonienne pendant la campagne de Russie. D'accord? Et en fait, les bottes qu'il vend, c'est du faux cuir avec des semelles en carton. Alors toi, Lara, qui connais bien les conditions glaciales sur le front de l'Est, tu peux bien confirmer que quand tu vas au front de l'Est avec des bottes qui sont en carton, ça doit pas durer bien longtemps. Non, pas du Et tout. en fait, ça, c'est argumenté, comment un Alors que épisode la peu France, connu. ayant la laine, les chaussures les plus pratiques pour la région de Russie, ça s'appelle Valenki et ce sont en fait des chaussures faites en laine, mais très très compressées, très très battues. Et ça, c'est super fort parce que, un, ça glisse pas sur la neige, deux, ça protège bien du froid. Mais bon, voilà, c'est un Alors, on petit. va parler des profiteurs de guerre, hein, on va en parler parce que vous verrez tout à l'heure que notre ami Bernard Arnault, on perd pas le fil, hein, Non, est non, très très faut proche de pas. profiteurs de guerre. Et évidemment, dans cette période d'industrialisation que porte le 19e siècle dans cette région du Nord, eh ben, on va retrouver des familles qui sont des familles qui vont faire fortune sur l'exploitation de la force ouvrière. Parce qu'on mécanise, mais en même temps, on a malgré tout besoin d'une force ouvrière considérable. Et en fait, ces familles, c'est les frères Pereire notamment, voilà, que l'on va retrouver aussi dans une autre activité parallèle de l'époque, qui est l'équipement, et j'en parle souvent de la locomotive, hein, l'équipement en rail de l'ensemble du territoire français. On va trouver, donc j'en ai parlé tout à l'heure, la famille Talabot, qui donnera et qui est en relation avec la famille de Nervaux, qu'on le retrouvera dans d'autres aspects de l'histoire, surtout en 1940. On va parler de la famille Perrier qui a un rôle essentiel au moment de la Révolution parce qu'ils sont de Gilly dans le 38 et en fait c'est chez eux que se tiennent les premières réunions qui feront tomber l'Ancien Régime. Et on retrouve évidemment dans ce monde de l'acier, dans ce monde de la locomotive et ce monde des rails, l'inamovible famille Rothschild. Voilà. Et dis-moi, mon cher David, tout ce monde ouvrier qui travaille, qui finalement arrive, y compris de Pologne, etc., il a besoin d'habiter quelque part. Est-ce que ça a un lien avec notre national Bernard? Alors notre national-socialiste, hein, parce que je confirme que le nationalisme, alors je sais que ça a été repris dans les commentaires de la précédente émission et on commence à comprendre, le socialisme tel qu'il est traité à l'époque et qui permet cette révolution industrielle, c'est lié au libéralisme. Et le libéralisme, c'est la libération du commerce et c'est la libération de tous les freins
qui comment empêchent l'expansion du commerce au niveau international. Tous les freins, jusque les freins moraux. Et donc, Mm. dans les freins moraux, il y a l'esclavage. Donc, en fait, quand on parle du libéralisme, de l'hyperlibéralisme, eh bien, en fait, il faut bien penser que c'est la destruction de l'ensemble des freins, dont les freins politiques, les freins économiques, les freins moraux. Et nous sommes très, très proches, et on va le voir tout à l'heure, des familles qui ont aussi profité de l'esclavage pour se positionner. Comment j'ai parlé de Guillaume Sabatier tout à l'heure. Guillaume Sabatier est montpelliérain, mais comment il est armateur et dans ce cadre-là, en fait, il est armateur lié à Bordeaux et Bordeaux, c'est le commerce triangulaire et c'est les grands armateurs qui vont faire le trafic donc africain des esclaves noirs. Alors pour répondre à ta question, évidemment, il faut des équipements, mais peut-être avant les équipements, il y a la montée en puissance. On a vu la structure financière, on a vu les profiteurs, et puis il y a un autre niveau qui est finalement un niveau d'entrepreneur que l'on pourrait considérer comme étant des entrepreneurs presque valeureux. Voilà, ils ne sont pas, enfin ils le sont, mais peut-être un peu moins engagés dans la perturbation liée au système. Et là-dessus, en fait, dans le Nord il y a donc les familles qui vont se positionner dans l'élaboration des draps, ce qu'on appelle les draps, c'est les vêtements, hein, et dans le traitement du tissu, et en particulier donc la famille Prouvost. Alors pourquoi je parle de la famille Prouvost et d'un de ses descendants Pourquoi? qui s'appelle Jean Prouvost? C'est parce que Jean Prouvost, en fait, il est à la fois industriel, donc la laineuse de Roubaix, donc ça fait le lien entre la laine et Roubaix, hein, c'est le nom de la boîte, s'appelle la laineuse de Roubaix, et puis de l'autre côté, en fait, c'est un homme des médias. Et vous allez voir que c'est pas n'importe quel média. En fait, c'est lui qui va être le lanceur, l'inspirateur, le propriétaire de François, donc de Lazareff. Hein, tout le monde connaît, tout le monde fait référence. Ben, le premier initial, de François, c'est Jean Prouvost. C'est aussi le fondateur avec Lazareff de Paris Match. C'est aussi le repreneur, pas fondateur, mais du Figaro. Et pour terminer, de Marie-Claire. Donc en fait, il est à la fois industriel, il est à la fois homme de presse, et on comprend bien en fait qu'il préfigure ce que va devenir Bernard Arnault. Mm. Hein, c'est très important. Alors l'autre aspect, Paris Match et Marie-Claire, on y est déjà. eh ben, on Dans- y est, on y est, on y est ouais. carrément. Hein. Et la famille Prouvost, en fait, a d'autres activités. C'est aussi évidemment des gens qui ont les moyens. Et donc, voilà, il y a des aventuriers. Et dans l'aventure, il y a le bateau. Et en fait, dans leur région du Nord, là-bas, à Neuville-en-Ferrain, à côté de Tourcoing, ils vont construire un chantier naval. On n'est pas en Vendée, hein, sur les terres de Beneteau. Hein, on n'est pas en Bretagne non plus. On est en plein dans le nord de la France. Et à Neuville-en-Ferrain, en fait, ils vont monter les chantiers de construction navale de bateaux de luxe. Et accrochez-vous bien, ces bateaux s'appellent les bateaux Henri Vauquier. Et le Henri Vauquier en question est le grand-père de notre Laurent Wauquiez, donc notre responsable politique actuel. Donc quand Laurent Wauquiez parle de casser le code du travail, parle de Il sait de comment quoi dire, il parle. eh ben il sait exactement de quoi il parle et il sait aussi de Comment ça fait de quels intérêts il bénéficier. veut. Voilà. Exactement. Alors Eh quand on bien, est dans revenons à Bernard. Alors attends, je vais juste vous dire un autre truc, mais très rapide. Quand on est dans cette région, on a abordé Napoléon. L'un des grands sujets de Napoléon a été le problème du sucre et du blocus anglo-hollandais, en fait, dans lequel les importations de sucre et de canne à sucre n'étaient plus possibles. Et donc autour de ça, eh bien, ils ont développé la transformation des betteraves en sucre. D'accord? Et du sucre en alcool. Et en fait, on verra tout à l'heure l'alcool, évidemment, dans une période de prohibition. Voilà. Et donc, le sucre de betterave amène la culture de betterave. Et là, on a le Nord, la betterave d'un côté, le tissu, le charbon. Et ben, en fait, on a une vision assez complète des choses. Et dans le sucre, et ben, on va retrouver des familles extrêmement importantes. Déjà, celui qui permet la transformation de la betterave en sucre ou l'extraction du sucre de la betterave, c'est un certain Delessert, Benjamin Delessert. Et Benjamin Delessert, c'est un banquier de très très haut niveau qui participe avec les autres donc à la constitution de la Banque de France. Donc c'est quand même très 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 important. Et évidemment, autour du sucre, dans le Nord, en proximité de la famille Prouveau et sûrement en proximité de la famille Arnaud, on retrouve la famille Béguin.
Mhm. la famille Béguin, et la famille Béguin va s'associer avec une énorme famille qui est la famille C, S-A-Y, donc Béguin C, tout le monde connaît ça. Et la famille C, elle a une caractéristique principale, c'est qu'elle va sortir l'un des premiers économistes français qui va théoriser le système capitaliste, si l'on veut, le système social libéral. Et ce personnage, en fait, s'appelle Sébastien C. Et donc, en fait, Sébastien C, c'est la base de Sciences Po. D'accord? Ah. Donc toutes les théories qui sortent de Sciences Po sont en partie basées sur le Sébastien C dans un jeu de poupée-gigogne qui nous amène à une cohérence complète dans le domaine, quoi. Alors, je précise pour nos internautes que effectivement, faut savoir défaire ces poupées de gigogne et c'est le travail justement d'investigation, de recherche et de réflexion que fait David régulièrement et je le remercie. Il y en a d'autres qui le font et qui sont très associés à notre chaîne. Mais bon, voilà. Merci David pour défaire ces poupées de gigogne. Donc, Ouais, là, ouais, en plus, je étant... te remercie de me donner la parole. Et en même temps, je sais que nos internautes sont extrêmement pointus. On voit bien les commentaires sur l'ensemble de nos émissions. Et en fait, notre parole n'est pas d'imposer un point de vue. Notre parole est de donner des clés qui leur permettent à eux-mêmes D'aller de chercher. ouais, et de faire le lien dans leur Ouais. cheminement intellectuel. C'est parce que nous ferons tous le lien dans notre cheminement intellectuel que d'un seul coup, ça deviendra fluide, on va gagner énormément de temps, on aura gagné en maturité, et en fait, on ne nous fera plus passer les vessies pour des lanternes, en fait, hein. Mm. C'est Et vraiment ça surtout, l'objectif de nos émissions. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.